Au cœur de l'État indépendant du Congo, à l'aube du XXe siècle, se jouait une tragédie humaine étouffée par le silence des forêts équatoriales et les intérêts économiques d'une Europe coloniale avide de profit. Sous l'égide du roi Léopold II, le caoutchouc devint l'or noir de l'époque, récolté au prix du sang, des larmes et de la terreur imposée aux populations locales. Derrière les statistiques commerciales flatteuses se cachaient des crimes impunis, des villages incendiés, des enfants mutilés, des hommes brisés. Mais des voix se levèrent. Celle de Dörpinghaus, un témoin allemand horrifié par ce qu'il avait vu, refusa de se taire. Celle d'Edmund Dinmorel, figure emblématique de la Congo Reform Association, fit trembler les colonnes du pouvoir belge. Ensemble, ils mirent en lumière les atrocités perpétrées par les agents de la Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo, SAB. Parmi les victimes, un nom resta gravé dans la mémoire. Isidore Bakanja, jeune catéchiste congolais, battu à mort pour avoir refusé de renier sa foi. Son supplice éveilla la conscience de l'Église catholique qui lança une enquête rigoureuse pour rétablir la vérité et faire de ce martyr un symbole d'espérance et de dignité. Voici l'histoire de cette lutte, à la croisée des chemins entre justice, foi et mémoire. Une lutte où les mots ont tenté de panser les plaies laissées par le fouet et où la vérité a tenté de s'imposer au silence. Isidore Bakanja naquit vers 1880 à Bokendela, un village situé à une centaine de kilomètres de Mbandaka, dans le territoire d'Injende. Issu d'une famille vivant de l'agriculture, de la pêche et de la chasse, il grandit dans un environnement simple et rural. Très tôt, il se distingua par son caractère doux, consciencieux et généreux. Vers l'âge de 18 ans, Isidore quitta son village natal pour Mbandaka, où il exerça comme maçon. C'est là qu'il découvrit la foi chrétienne en suivant le catéchuménat des pères trappistes à Boloko, Wansimba. Le 6 mai 1906, il fut baptisé, recevant à cette occasion le scapulaire de la confrérie du Mont Carmel comme signe de son engagement. Le 8 août, il fit sa première communion et, le 25 novembre, il reçut le sacrement de confirmation. En 1908, il fut recruté comme domestique par un agent de la factorerie SAB, un certain Render, à Ikili dans le secteur de Djela, territoire de Boandé. Fin janvier 1909, une tragédie éclata. Une femme du village d'Ikili fut assassinée alors qu'elle revenait de Bongili. Van Kauter, un agent de la SAB, décida de venger sa mort. Il organisa une expédition punitive contre le village de Bonjoli, accompagné du chef Iyongo, de son adjoint Renders, de leurs domestiques et de quelques travailleurs dont Isidore Bakanja. À Bonjoli, les hommes prirent la fuite, sauf un qui fut abattu. Les femmes furent capturées. La troupe passa la nuit sur place. Là, Van Kauter remarqua le scapulaire d'Isidore et lui ordonna de l'enlever. Celui-ci refusa. Le lendemain, au retour vers Ikili, la troupe fut attaquée par des hommes de Bonjoli. Un fils du chef Iyongo fut tué. À leur retour, les prisonnières furent enfermées dans un fumoir à caoutchouc en attendant d'être rachetées contre des anneaux de cuivre. Van Kauter, de plus en plus irrité par la foi de Bakanja, le fit battre à coups de chicotte. Le jeune catéchiste fut ensuite surpris en train de prier. Van Kauter, furieux qu'il continue d'enseigner la prière aux autres travailleurs, arracha son scapulaire et le fit déchiqueter par son chien. Il donna alors à Bongélé, un autre travailleur, une chicotte en peau d'éléphant garnie de clous pour le flageller. Bakanja fut maintenu de force. Isboya lui tenait les épaules, Bolonge les jambes. Malgré sa résistance, il fut violemment jeté au sol et roué de coups, entre 200 et 250 selon certains témoignages. Son dos fut lacéré, ses chairs mises à vif. Van Kauter lui-même appuyait sur son dos avec le pied pour l'empêcher de fuir la douleur. Ensuite, grièvement blessé, il fut enchaîné pendant 3 jours sans soins. Il ne pouvait plus marcher. Enfermé dans un cachot, il ne survécut que grâce à de la nourriture qu'on lui faisait parvenir en cachette. Le 6 février 1909, le vapeur Ingolonolo de la SAB accosta avec à son bord l'inspecteur Dörpinghaus. Ce dernier raconta « Je retournais au bateau après avoir visité la factorerie de Yélé lorsque j'entendis, depuis la forêt, un cri d'appel à l'aide. Un homme apparut, le dos défiguré par des plaies purulentes, rampant avec 2 bâtons, harcelé par les mouches. Il me dit qu'il avait été battu pour avoir enseigné la prière aux travailleurs. » Appelé à comparaître, Van Kauter reconnut les faits sans vanta même et ajouta mensongèrement que Bakanja lui aurait volé 2 bouteilles de vin. Alors que l'inspecteur l'interrogeait, Van Kauter frappa une nouvelle fois Bakanja au visage, se blessant à ses dents. Dörpinghaus le retint et fit embarquer la victime sur le vapeur. Le 9 février, le bateau accosta à Ngomisongu. Dörpinghaus écrivit « Après 3 mois de soins, les plaies de Bakanja n'étaient toujours pas guéries. » Transféré plus tard à Bonsela chez son cousin, Isidore Bakanja finit par s'installer dans la maison d'Antoine Loleka, un catéchiste de Buzira. C'est là que, le 25 juillet 1909, le supérieur des trappistes, le père Grégoire Captain, lui administra les derniers sacrements. Selon ce dernier,
Bakanja aurait dit qu'il prierait au ciel pour son bourreau. Dans une version, on rapporte qu'un dimanche, entre le 8 et le 15 août 1909, les chrétiens de Buzira se réunirent chez Antoine Loleka pour la prière. Bakanja, transporté sur son lit, y assista. Après avoir mangé un peu de surelle, il se leva, se rendit derrière une bananeraie, puis revint se coucher et rendit l'âme peu après. Après la création de l'État indépendant du Congo, Léopold II et son administration imposèrent une série de décrets et d'ordonnances afin d'occuper le territoire et de soumettre les populations locales, notamment dans la région de l'Équateur. Cette politique d'occupation s'accompagna de la confiscation des terres, de lourdes taxes en travail forcé et surtout d'une violence systémique et impitoyable. Des méthodes oppressives, parfois atroces, furent employées pour atteindre les objectifs économiques de l'État. Les agents de l'administration, presque tous issus du corps militaire, furent les principaux instruments de cette politique de terreur. Certains chefs traditionnels collaborèrent avec les autorités coloniales en échange d'avantages matériels, mais d'autres choisirent de résister à l'occupation. Pour Léopold II, il s'agissait de rentabiliser l'État coûte que coûte. Un régime économique brutal fut ainsi instauré au cœur du Congo. Dans le district de l'Équateur, les Européens pratiquaient ouvertement l'achat d'esclaves. Recruter des jeunes gens revenait à les acheter. Ces recrutements se transformaient souvent en prise d'otages à l'issue d'expéditions dites punitives. L'abbé Edmond Belaert témoigne, Fiévez commence immédiatement par l'imposition du caoutchouc. Et pour augmenter la production, il faut occuper le pays. Mais il faut aussi des soldats, des travailleurs, des enfants. Et pour en obtenir, il y avait plusieurs procédés. On envoyait des expéditions commerciales par les rivières pour acheter des esclaves ou capturer des gens. On s'en faisait remettre à titre de rançon ou d'otage. Où l'on envoyait des expéditions punitives vers l'intérieur. Tout le butin obtenu, hommes, femmes, enfants, c'était des libérés qui remplissaient les camps d'instruction, les camps de travailleurs et les colonies d'enfants. Et tous ces libérés rapportaient des primes. Dans la région de l'Équateur, sous le commandement de Lothaire, l'usage de la violence atteignit des sommets. Ce dernier entreprit l'exploration des rivières pour capturer des libérés. Il mit en œuvre une véritable politique de chasse à l'homme et à l'ivoire. En octobre 1891, Lothaire remet le poste à Peters qui poursuit la même politique, chasse aux hommes et à l'ivoire. Il envoie des chefs indigènes ou des soldats dans le Maringa et le Lopori pour lui acheter esclaves et marchandises. Puis s'y ajoute le caoutchouc. Mais ici, les riverains refusent. Ce fut une chasse à l'homme par les pistonniers, qui tuaient beaucoup. Les fonctionnaires européens, se sentant totalement impunis, imposaient des sanctions à leur guise. Parmi eux, Victor Fiévez se distingua par sa brutalité extrême. Le 8 janvier 1896, l'abbé Émile Beyel s'écrivait depuis Matadi. On dit que dans le Haut-Congo, il y a une prime pour les pieds et mains coupées à des Noirs qui ne livraient pas le caoutchouc. On raconte aussi que M. Fiévez, à l'Équateur, a tué 1300 Noirs pour obtenir du caoutchouc. En un mot, Monseigneur, l'opinion générale est qu'il se passe des choses affreuses dans le Haut-Congo. Belaert ajoute, Fiévez mena des guerres partout, de sales batailles. À tous les cadavres tués au champ, on devait couper les mains. Il voulait voir le nombre de mains coupées rapportées par chaque soldat dans des paniers. Ensuite, il ordonnait la récolte de caoutchouc. Tout village refusant cette corvée était rayé de la carte. La violence ne s'arrêtait pas là. Belaert relate d'autres horreurs. J'ai vu, étant jeune, le soldat Molili, gardant alors le village de Boyeka, prendre une grande nasse, y enfermer 10 indigènes, y attacher de grosses pierres et la faire basculer au milieu du fleuve. Molili faisait cela, Losanja aussi. Waka et Ngondo coupaient la tête de leurs condamnés. Les soldats forçaient des enfants mâles adultes à tuer ou à violer leurs propres mères et sœurs. L'exploitation du caoutchouc sauvage, surnommé « caoutchouc rouge », fut une tragédie nationale. Les massacres, tortures et prises d'otages touchaient tous ceux qui ne récoltaient pas les quotas imposés. La punition était collective. Les chefs, les femmes, les enfants et les vieillards, personne n'était épargné. En 1888, la Compagnie du Congo pour le commerce et l'industrie créa une filiale, la Société anonyme belge pour le commerce du Haut-Congo, SAB. Basée à Léopoldville, cette société établit des comptoirs sur le fleuve pour collecter l'ivoire et le caoutchouc. Dès 1890, la SAB possédait 5 vapeurs et exporta entre 1891 et 1894 plus de 400 tonnes de marchandises. Mais ses profits étaient entachés de sang. Des quotas de récolte furent imposés et leur non-respect entraînait massacres, incendies de villages et enlèvements. En août ou septembre 1904, au village de Nkoli, les hommes vinrent supplier l'agent européen de réduire les corvées de caoutchouc car plusieurs porteurs étaient morts. Il refusa et envoya une sentinelle, Ekolelo, pour punir la population. Celle-ci tue le chef Bombambo. Quand le fils du chef apporta le corps à l'agent pour se plaindre, celui-ci répondit froidement que son père était mort parce que le caoutchouc n'était pas complet avant de lancer